Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui, avec Yana, on va vous faire un petit épisode de foire aux questions, les questions les plus posées avant de partir en voyage en Thaïlande. Alors, quelles sont du coup les formalités pour rentrer en Thaïlande en termes de passeport, de visa, papier, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose? Donc bien sûr, il vous faudra un passeport valable d'au moins 6 mois à votre date d'entrée sur le territoire. Ce qui veut dire que si vous prévoyez des vacances en juillet et que votre passeport se finit en fin d'année, vous n'aurez pas l'accès au territoire. Donc il faut bien faire attention à ça. Regardez la validité de votre passeport. Ensuite, si vous venez en Thaïlande moins de 30 jours, donc que vous avez un vol d'entrée et de sortie du pays dans les moins de 30 jours, vous pouvez faire ce qu'on appelle une exemption de visa. Donc on vous donne 30 jours sans visa à l'arrivée, mais il vous faut absolument un justificatif de sortie et une adresse dans le pays, c'est-à-dire au moins avoir booké un hôtel à votre arrivée dans le pays. Maintenant, si vous voulez venir plus de 30 jours, vous avez l'option de faire un visa touriste qui vous donne 60 jours et qui sera plus intéressant pour vous, à savoir que ces visas se font en ligne et encore une fois, ça prend entre 30 et 45 jours. Organisez-vous bien à l'avance. Et du coup, quelle est la meilleure période pour partir en Thaïlande? Alors ça c'est une bonne question, mais c'est une question qui va dépendre de vous. Parce que si vous préférez la chaleur, on va vous conseiller de venir entre mi-janvier et mi-avril, qui est la saison sèche, la saison très chaude. Mais si les pluies vous dérangent pas et que vous aimez bien un peu la fraîcheur, on va vous recommander donc la fin d'année, donc de octobre à décembre. Attention, c'est vraiment la saison des pluies où il pleut plus et vous pouvez être coincé par des inondations. Ça peut faire peur, mais en général, vous êtes toujours bien entouré. Les Thaïs sont très solidaires dans ce genre de moment, donc c'est pas un souci. Et enfin, entre mi-avril et septembre, c'est ce qu'on appelle la saison mitigée. Donc il y a des grosses pluies, il y a des grosses chaleurs, mais il pleut pas tous les jours comme on peut voir en fin d'année. Donc en fonction de ce que vous préférez, c'est à vous de voir. Donc en fonction de ce que vous préférez, c'est à vous de voir quel on va dire météo vous préférez. Maintenant, à savoir que moi, quand je vous donne ces informations, c'est pour la Thaïlande du Sud. Le Nord, je connais pas assez pour vous donner donc les meilleures périodes pour venir. Mais pour venir en Thaïlande du Sud, si vous aimez donc le beau temps, la chaleur, mi-janvier, mi-avril, plutôt vers le mois d'avril parce que là c'est vraiment très chaud, très calme. Et vous avez le festival de l'eau qui est En termes de moyens de paiement, qu'est-ce qui est l'idéal pour la Thaïlande? Alors, en moyen de paiement, on va dire liquide ou carte bancaire. Alors ça, c'est à vous de voir. À savoir qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez payer en ligne. Souvent, c'est des sites internationaux, donc vous n'aurez pas forcément des frais bancaires. Maintenant, sur place, quand vous utilisez votre carte bancaire, vous avez forcément des frais bancaires qui se découlent à chaque retrait, à chaque fois que vous utilisez votre carte. Donc ça peut vite monter. Donc il faut faire attention à ça. Les gens me demandent donc avec combien je dois partir, etc. Personnellement, faire du change en espèces, c'est pas le plus intéressant. Parce que quand vous retirez depuis un guichet, normalement vous avez le taux de change qui est le plus intéressant. Quand vous allez changer votre liquide, le taux de change sera plus bas. Et vous allez devoir jouer à chercher lequel des taux de change est le plus intéressant, ce shop. Vous pouvez passer des heures à faire ça. Voilà, à savoir que le taux fluctue beaucoup. Là, en l'espace de 2 mois, il est passé de 38 à 36. Ça peut vraiment varier, donc entre à peu près 35 et 39 bahts. À vous de voir en fait. Vous pouvez pas vous dire à l'avance, c'est plus intéressant ci ou ça. Maintenant, moi personnellement, j'ai fait le calcul entre changer du liquide et retirer avec la carte bleue. Il est plus intéressant de retirer bien sûr en une fois beaucoup d'argent puisque vous aurez 220 bahts de frais, à peu près 6 euros à chaque retrait, et vous aurez vos frais bancaires en France. Moi je sais qu'avec la banque postale j'ai très peu de frais bancaires de retirer à l'étranger, ce qui est très intéressant pour moi. Quelle serait la durée idéale pour un voyage en Thaïlande? Alors, la durée idéale, il n'y a pas de durée idéale. La durée idéale, c'est de venir s'installer et de finir sa vie ici. Pour un voyage, c'est vrai que nous, on va recommander minimum 20 jours jusqu'à 30 jours. Pourquoi? Parce que vous avez cette exemption de visa qui vous donne 30 jours, autant en profiter, et que le billet d'avion, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Contrairement à prendre des vacances en France, le déplacement, c'est pas là où vous allez mettre le plus d'argent. Quand vous faites des longs voyages, souvent, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de prendre au moins 20 jours pour pouvoir en profiter à fond. À savoir que
entre que vous preniez 15 jours, 20 jours ou 30 jours en Thaïlande, votre budget sur place, ça va pas faire une énorme différence, contrairement au prix d'avion. Donc nous, on vous recommande de venir au moins 20 jours jusqu'à 30 jours. Si vous pouvez plus, tant mieux. Si vous pouvez moins, réfléchissez bien là où vous allez aller, parce que moins de 20 jours, c'est difficile de faire beaucoup d'endroits en Thaïlande. Et du coup, comment se déplacer en Thaïlande ? Alors, vous avez beaucoup d'options, de possibilités. Quand vous avez donc des grands déplacements, vous avez l'avion ou le train. Si vous décidez donc de faire plusieurs endroits qui sont assez éloignés pendant votre voyage, on vous conseille de prendre des billets d'avion pour pas trop perdre de temps sur les temps de trajet. Et surtout, les booker à l'avance. Les billets d'avion, si vous les bookez maintenant, vous pouvez les avoir entre 15 et 30 euros. Si vous les bookez à la dernière minute, ça monte des fois jusqu'à 150 euros. Donc, faites bien attention à ça. À savoir que en Thaïlande, vous avez des grandes lignes ferroviaires qui sont très intéressantes, qui vont du nord au sud et qui sont très peu onéreuses. Maintenant, ça prend du temps. Si vous voulez faire le nord jusqu'au sud, là où je suis, ça prend à peu près, on va dire, entre 18 et 22 heures. Donc bien sûr, il y a des trains de nuit où vous pouvez dormir, vous pouvez faire des haltes, etc. sur la route. Enfin, vous pouvez choisir les bus, les vannes ou les taxis. Vous avez les applications Grab, Uber, comme partout. Ou vous déplacez par vos propres moyens, c'est-à-dire louer un véhicule, que ce soit un scooter, une moto ou une voiture. Et du coup, et donc pour rebondir sur ça, est-ce qu'il est conseillé de conduire en Thaïlande ? Alors, conseiller de conduire, personnellement je dirais oui, parce que quand vous êtes libre, c'est plus intéressant, vous pouvez voir plus de choses et vous pouvez sortir des sentiers touristiques, des sentiers battus et faire des rencontres incroyables. Maintenant, oui, la Thaïlande sur la route, c'est un peu la jungle, à savoir qu'il y a 30 000 morts par an, soit 10 fois plus qu'en France. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne mettent pas de casque ou de ceinture de sécurité, ce qui, dans le cas d'accident, augmente le taux de mortalité. La Thaïlande, on va dire, est plus souple sur les routes que chez nous. Les gens sont pas plus incivils que chez nous, ce qui veut dire qu'en France aussi, il y a des gens qui grillent les stops, qui grillent les priorités, qui grillent les feux, malgré toutes les règles qu'on a pu établir. Ça arrive aussi en Thaïlande. Sauf que en Thaïlande, comme on sait que la police est moins regardante, on va dire un peu moins totalitaire sur les routes de Thaïlande, on est plus à l'affût, on est plus aux aguets et on fait plus attention. Donc moi personnellement, je recommande de conduire en Thaïlande. Bien sûr, faites bien le nécessaire pour avoir votre permis international, parce que en cas d'accident ou en cas de contrôle de police, vous pouvez avoir de gros problème de ne pas avoir les papiers en règle. N'oubliez pas de bien vous renseigner sur les papiers à avoir à venir en Thaïlande. Pareil, si vous voulez plus de renseignements sur location de véhicules, de bien faire attention, comment vous louez, à qui vous louez, les conditions de location. Encore une fois, n'hésitez pas et surtout ne laissez jamais votre passeport. Ça, c'est non niet. Tous les endroits où on vous loue des jet skis, des scooters en échange de votre passeport, c'est non. C'est des endroits qui sont illégaux. On ne peut pas vous demander votre passeport en garantie, c'est illégal. Et n'oubliez pas, en Thaïlande, oui, la police a l'air plus souple, oui, les gens respectent moins les règles, ça n'empêche pas qu'il est obligatoire de porter son casque ou sa ceinture, vous pouvez être amendé jusqu'à 50 € pour ça et par infraction, et à savoir que après récidive, on peut vous saisir votre véhicule. Donc quand on vous saisit un véhicule de location, je vous garantis que là vos vacances elles sont foutues, parce que l'agence de location vous demandera de rembourser le prix neuf du véhicule, et là c'est plus le même discours. Faites bien attention à être en règle, parce que les conséquences peuvent être dramatiques pour votre voyage. Est-ce que la Thaïlande est un pays cher ? Comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, non. Par rapport aux pays européens ou par rapport aux États-Unis, la Thaïlande reste dans des pays qui sont très peu chers, avec une monnaie qui est un peu, on va dire, dévaluée par rapport à la nôtre. 1 euro, c'est à peu près 36 bahts. Le salaire moyen, c'est entre 200 et 250 € par mois. Donc forcément, le coût de la vie va être 5-6 fois plus bas que chez nous. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, vous pouvez profiter de très beaux hôtels à des tarifs très compétitifs. Vous pouvez manger au restaurant tous les jours sans forcément vous ruiner votre budget vacances. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va acheter, est-ce qu'on doit aller faire des courses, etc. Chose que souvent on doit faire en France parce qu'on ne peut pas se permettre de manger tous les jours au restaurant. Donc c'est vrai que vous pouvez profiter du fait que la vie est moins chère en Thaïlande,
dépendre sur beaucoup de choses. Déjà, la TVA n'est qu'à 7% au lieu des 20% en France, ce qui réduit beaucoup les prix. Et aussi sur l'électronique, tout ce que vous allez acheter neuf en Thaïlande, vous pouvez vous faire rembourser donc la TVA de 7% à votre retour en France, ce qui reste quand même très intéressant. Donc oui, si vous avez des projets d'acheter des matériaux électroniques comme un PC portable, un téléphone portable, tout ce qui est neuf, je vous conseille de l'acheter en Thaïlande plutôt que chez nous ou plutôt qu'en ligne. Voilà. Est-ce que je dois réserver mes hôtels avant de partir en Thaïlande ? Alors, oui et non. Ça va dépendre de deux choses. Un, ça va dépendre de comment vous êtes. Si vous avez besoin de tout organiser ou si vous préférez partir vaille que vaille, on verra bien. Et deuxièmement, l'endroit et la période à laquelle vous partez. Si vous partez dans le pic de la saison haute, à des endroits comme Koh Phi Phi, des endroits comme Phuket, Pattaya, qui sont surchargés au niveau touristique, il y a des chances que vous ne trouviez plus d'hôtel à votre arrivée si vous n'avez pas réservé à l'avance. Maintenant, si vous êtes hors des circuits touristiques, il est très rare de voir des hôtels pleins tout au long de l'année. Ce qui veut dire que vous venez dans un endroit comme chez moi, les hôtels à côté de chez moi, je peux vous garantir que même si vous débarquez demain, je peux vous trouver une chambre. On n'a jamais tous les hôtels des alentours pleins, c'est impossible. Des fois ils sont pleins parce qu'il y a des événements, mais c'est quasi rare. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous avez besoin de tout organiser à l'avance et tout payer à l'avance, comme ça vous arrivez sur place, vous savez que vous n'avez pas besoin de dépenser pour vos hôtels, pour ceci, cela. Ou est-ce que vous préférez pas vous dire, bon bah on se prend une nuit là d'abord, on voit ce que ça donne, et après on verra bien. À savoir qu'il y a aussi des petits endroits, des petits guest house, etc. qui sont pas forcément référencés sur les sites de booking. Et ces hôtels-là sont plus aptes à avoir des places même en période haute. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans ma valise pour un séjour en Thaïlande ? Alors, nous, on va vous conseiller de mettre le moins de choses possible. Pourquoi ? Parce que la Thaïlande est un pays producteur de textiles qui font des très bons textiles et que ça coûte vraiment pas cher. Donc, vous pouvez vous faire une super garde-robe pour pas cher en Thaïlande. Et enfin, ça dépend de vous. Il y a des gens qui aiment faire du shopping, il y a des gens qui aiment pas faire du shopping. Si vous aimez bien vous acheter des nouveaux habits, de faire un peu de shopping, je vous conseille de venir avec le moins de choses possible, juste de prendre de quoi se baigner, des tenues d'été et une tenue jean manche longue pour les moustiques. À part ça, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre valise ? J'ai envie de dire, vous trouverez tout ce que vous avez besoin sur place. Après, c'est vrai qu'une fois que vous serez arrivé sur place, si vous aimez visiter les temples, tout ça, il faut vous couvrir les épaules, les genoux. Donc pensez bien à avoir des tenues correctes, on va dire ça comme ça, pour les endroits un peu spéciaux à visiter. Et si vous avez, on va dire, vous savez, c'est ce qu'on appelle les chaussons de mer. Je vous parle pas des méduses squelettes qu'on met sur les pieds, je vous parle vraiment de chaussons de mer. Ça peut être très intéressant parce qu'ici il y a énormément de rochers avec on va dire des coquillages, etc. qui sont très coupants, et c'est vrai que la plupart du temps les gens se blessent avec ça. Donc si vous avez une bonne paire de chaussons de mer, je vous conseille de les prendre avec vous. Sinon, je vous conseille d'en acheter sur place. À savoir, une autre chose importante, les gens parlent beaucoup de crème solaire, etc. Oui, il faut se protéger du soleil, mais encore une fois, je le répète, la crème solaire tue la faune et la flore. Arrêtez de vous en tartiner. S'il vous plaît, partez plutôt sur des vêtements lycra ou des combinaisons de nage ou de plongée spéciales où vous pourrez profiter de l'eau sans que ça vous gêne vraiment et vous ne serez pas brûlé par le soleil. À savoir, ici en Thaïlande, le soleil n'est pas comme chez nous. Vous ne pourrez pas bronzer comme vous pouvez bronzer chez nous. Ici, vous allez brûler et vos vacances, elles seront foutues. Je vous garantis, quand le soleil vous brûle ici, vous en avez pour une semaine ou deux. Est-ce qu'il est possible d'acheter une carte SIM en Thaïlande ? Alors oui, tout à fait. Est-ce qu'elles sont compatibles avec vos téléphones européens ? Oui, il y aura peut-être des réglages, mais ça, la personne qui vous vend la carte SIM s'en occupera pour vous, vous inquiétez pas. Je sais que vous avez des options de eSIM. C'est pas vraiment des cartes SIM, c'est en gros vous payez un service pour utiliser votre carte SIM comme si vous aviez une carte SIM étrangère. Il me semble que ce service est un peu plus cher. Maintenant, pour certaines personnes qui l'utilisent déjà ou qui préfèrent faire les choses en ligne, c'est quelque chose de très pratique qui marche très très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir eSIM en ligne pour voir comment ça fonctionne, combien ça coûte. Arrivé sur place, à l'aéroport, vous pouvez acheter une carte SIM. On vous conseillera AIS parce qu'ils ont la meilleure couverture sur le pays et ça vous coûtera maximum 20 € pour le mois pour avoir internet illimité. Est-ce que la Thaïlande est un pays dangereux ? Encore une fois, je vais répondre oui et non. Est-ce que c'est un pays dangereux vis-à-vis de la faune et la flore ? Oui.
Contrairement à chez nous, la faune et la flore ici est beaucoup plus dangereuse que chez nous. C'est-à-dire que les serpents sont plus venimeux, vous avez des grenouilles qui peuvent être toxiques, vous avez des plantes qui peuvent être toxiques, urticantes, etc. J'ai envie de dire, la nature en Thaïlande est peut-être un peu moins accueillante que chez nous. Vous avez plus d'insectes, des insectes qui sont parfois un peu vénères comme le scolopan qui peut faire la taille de votre avant-bras. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Est-ce que c'est un pays dangereux en soi? Non. Si vous vivez dans le monde des bisounours quand vous allez dans la jungle, vous pouvez aller avoir des grosses surprises. Les animaux sauvages que vous allez pouvoir rencontrer sont pas forcément sympathiques avec vous parce qu'ils malheureusement doivent défendre leur territoire. Oui, vous pouvez aller dans des parcs nationaux voir les tigres, il y a des chances que vous les voyez qu'une seule fois puisque les seuls gens qui voient des tigres sauvages à l'heure actuelle n'ont jamais pu raconter leur histoire. Donc est-ce que la Thaïlande est un pays dangereux? Oui, sur certains aspects. Vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre forêt, vous n'êtes pas dans votre jardin, vous ne savez pas. Renseignez-vous, si vous n'êtes pas très nature, faites attention de ne pas sortir des sentiers battus, voilà. Si vous êtes très nature, essayez de vous renseigner et le mieux c'est d'avoir un guide avec vous pour pouvoir vraiment profiter de la faune et la flore locale. En termes de sécurité personnelle, est-ce que je risque de me faire voler? Est-ce que je risque de me faire agresser? J'ai envie de dire, il y a très peu de chances. Il y a vraiment très peu de chances. Si vous vous faites voler ou agresser, 80% de chances que ce soit un autre étranger qui vous ait agressé ou volé. C'est ce qui arrive. Maintenant, il ne faut pas tenter les gens. Si vous laissez 10 000 bahts sur la table, il ne faut pas vous étonner qu'ils disparaissent. Même si beaucoup de gens n'y toucheront pas en se disant c'est pas mon argent, tout le monde ne pense pas comme ça. Ou il y a des gens qui sont vraiment dans la galère et qui se diront tant pis, j'en ai besoin, tant pis. Donc c'est vrai que l'État, ils ont tendance à nous dire ferme bien ta porte, laisse pas les choses traîner, montre pas que tu as beaucoup d'argent dans ton portefeuille, ferme ta gueule, non. Ferme bien ta porte à clé, laisse pas les portes ouvertes, etc. C'est vrai que on a beau vivre dans un pays où on peut laisser tout ouvert, c'est très rare qu'on soit volé. Comme ils sont bouddhistes, ils diront aussi c'est quand même pas bien de tenter les gens. Évitez de laisser traîner vos affaires qui valent de l'argent. Il n'y a pas besoin non plus de tout garder sur soi en permanence. Si vous avez un truc qui ferme à clé, une chambre qui ferme à clé, normalement vous n'aurez pas de problème. Il n'y a aucun hôtel qui se tire une balle dans le pied en volant ses propres clients. Pour le voyage, etc., encore une fois, à part la route, surtout si vous conduisez sans casque, et la faune et la flore, la Thaïlande n'est pas un pays dangereux. Alors ok, la Thaïlande n'est pas un pays dangereux, mais est-ce que voyager seul en Thaïlande peut être dangereux? Alors non, pas du tout. Surtout si on est une femme. C'est vrai qu'en Thaïlande, ils ont cette tendance à vouloir vraiment faire attention et prendre soin des femmes qui voyagent seules. On en a une qui est venue en autostop, qui avait à peine 18 ans, qui était très mignonne, la petite Eva, un petit coucou à toi d'ailleurs si tu nous écoutes. Elle voyageait en autostop, elle se baladait avec tout le monde et comme elle nous disait, elle s'est jamais sentie dans des situations de danger. Par contre, elle est arrivée dans des situations où des gens se sont arrêtés et ça lui disait non, monte pas avec eux, donc elle montait pas avec eux. Ils insisteront pas. S'ils insistent, c'est que vous pouvez être méfiant. Mais c'est vrai qu'on connaît pas mal de gens qui utilisent l'autostop en Thaïlande pour voyager et ça marche très bien. Donc est-ce que c'est à éviter de voyager seul? Non, au contraire. Si vous avez envie de partir seul, la Thaïlande est un pays parfait pour ça. Et en plus, il y a énormément d'endroits où vous aurez des guest houses, des dortoirs et ce genre d'endroits où vous pourrez rencontrer des gens, etc. On vous conseille vraiment, passez le pas, vous n'avez pas peur d'être tout seul, allez-y, venez tout seul en Thaïlande, il n'y a pas de souci. Du coup, faire de l'autostop en Thaïlande, ce n'est pas dangereux, c'est possible. Faut s'écouter soi-même quand même. Et est-ce que c'est possible de dormir chez l'habitant? Parce que tu parles de guest house, dortoir, etc. Mais en autostop, est-ce qu'on n'a pas du coup l'opportunité de pouvoir dormir chez l'habitant? Ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Parce que, à vous dire la vérité, si vous êtes dans un endroit très touristique comme Phuket, ça va être compliqué de se faire inviter chez l'habitant sans faire du forcing. C'est très rare qu'à Phuket, on va prendre un étranger dans sa voiture et lui dire « Ah, tu dors chez moi ce soir ?» Très rare. Maintenant, quand vous sortez des sentiers battus, quand vous venez dans des endroits plus locaux comme là où on habite, quand les gens vont vous prendre en stop sur la route avec vos gros bagages et tout, ça les intrigue. Ils n'ont pas l'habitude, ils vont avoir énormément de questions à vous poser. Même s'ils n'arrivent pas à communiquer, ils vont utiliser Google Translate, ils vont mimer les choses, mais ils vont avoir vraiment envie de savoir ce qui se passe
et la plupart du temps ils vont même vous inviter à dormir chez eux. Bruce, malheureusement l'épisode qu'on a fait ensemble, je travaille encore dessus parce que le son est pas très bon non plus, mais c'est vrai que lui, on lui a tout le temps proposé de dormir chez eux alors qu'il avait son hamac et qu'il disait non mais je vais dormir dans la jungle là. En Malaisie, on lui a dit non, il y avait des chances qu'il se fasse attaquer par les animaux sauvages. Dans le sud de la Thaïlande, on lui a dit non parce qu'il y avait des rebelles dans la forêt. Donc à chaque fois, on lui a trouvé une solution. On lui a fait mettre son hamac dans une école, on lui a fait mettre son hamac dans une maison, on lui a fait mettre son hamac dans un pavillon, entre des arbres, etc. Mais les gens l'ont invité quasiment tout le temps pour partager à manger, pour voir des choses, etc. Donc c'est vrai que quand vous faites du stop, que vous voyagez un peu comme ça en mode route dans des endroits perdu, vous allez avoir cette opportunité de vivre un peu la vie de j'irai dormir chez vous sans avoir besoin de faire ce forcing en mode ah mais je peux pas dormir chez vous ce soir, etc. Après si vous aimez faire ça, ça vous regarde hein. Moi personnellement j'aime pas ça, je me vois pas demander à quelqu'un qui a la gentillesse de me prendre sur la route de m'offrir à manger et à boire et un lit pour la nuit, mais ça viendra souvent d'eux. Donc ne soyez pas timide, si on vous propose de manger, de dormir, dites oui, profitez de ce moment exceptionnel que vous allez passer avec des locaux. Ok, et du coup, au niveau des prises électriques, comment ça se passe? Est-ce que c'est différent? Alors oui, les prises électriques en Thaïlande sont comme aux États-Unis. Donc c'est du 220 volts, mais c'est des fiches plates. Nous on a des fiches rondes. Donc on a 2 fiches rondes et souvent avec la prise terre ça fait 3 fiches. Ici ils ont des fiches plates et avec la fiche terre donc qui est ronde ça leur fait 3 fiches. Il y a énormément d'endroits où vous ne pourrez pas rentrer de prise avec la terre. Parce qu'en Thaïlande, la terre est une option. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est en option. Donc à savoir, en arrivant en Thaïlande, vous pourrez aller dans n'importe quel magasin pour vous prendre une multiprise. Donc avec un connecteur avec un connecteur à fiche plate pour pouvoir le connecter partout en Thaïlande, et sur cette multiprise, un adaptateur multiprise donc qui prend les fiches rondes et les fiches plates, comme ça vous n'aurez pas besoin d'acheter un adaptateur pour tous vos appareils. Vous prenez juste une multiprise et partout où vous allez, vous pouvez connecter vos appareils. Ça c'est malin, pardon. C'était vraiment une bonne idée la multi. Et pour ce qui est du coup de la nourriture, est-ce que la cuisine de rue en Thaïlande c'est oui ou non? Oui, à 2000%. Pourquoi ? Parce que souvent les Thaïlandais qui font de la cuisine de rue achètent au jour le jour. Quand vous les voyez s'installer avec leurs petits boui-boui, le matin ils ont été achetés au marché des choses fraîches pour vous le faire sur la journée. Souvent vous pouvez voir ces boui-boui n'ont pas d'horaire. C'est une fois qu'ils ont fini de vendre, ils rentrent chez eux. Ce qui veut dire qu'ils ne se surchargent pas en nourriture, en éléments. Le but pour eux c'est de bien vendre et de tout vendre. On vous recommande la cuisine de rue, oui, pour plusieurs raisons. 1, c'est délicieux. 2, c'est pas cher. 3, c'est un festival de saveurs et de couleurs. À savoir, il y a des choses qui vous plairont pas, comme vous avez pu l'écouter dans des épisodes précédents, et qu'il y en a où on a goûté des trucs un peu bizarres, mais allez-y, faites-vous plaisir. J'ai mangé un scorpion, on a mangé des insectes, on a mangé des fourmis rouges en soupe, on a mangé plein de trucs bizarres et pas forcément bons, mais j'ai aucun regret à y avoir goûté et avoir profité de cette cuisine de rue. Ah non mais la pizza, les sushis, etc. Ah mais tu veux préciser, la cuisine de rue c'est bien, oui, bien sûr. Maintenant dans les endroits touristiques, vous n'aurez pas de la vraie cuisine de rue. Dans les endroits touristiques, vous aurez beaucoup de choses qui sont adaptés à la vente des touristes. Un touriste qui passe, une part de pizza à emporter, c'est parfait. Donc oui, vous avez des stands qui vous font des pizzas. Des fois, ces pizzas-là, elles restent la moitié de la journée sous la chaleur à être assainies de mouches et d'œufs de mouches dans la pizza. Donc non, pas assaillies, pardon. Pas assainies, mais assaillies, exactement. Donc c'est vrai que ce genre de choses, on va pas vous le recommander. Quand vous êtes dans un endroit comme Koh Phi Phi, que vous avez une coupure de courant sur toute une journée, malheureusement, ça va être très compliqué de trouver de la nourriture pas avariée derrière. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de shops qui auront de la nourriture qui sera devenue avariée du fait qu'ils n'ont pas eu de quoi la rafraîchir pendant 24 heures et ils vont pas l'acheter. Ils vont la frire, ils vont bien la cuire pour éviter de vous empoisonner, mais nous, les Européens et les Américains, on est un petit peu des choses fragiles. Donc on a vite une intoxication alimentaire. Certaines personnes, ça prend 1 ou 2 jours, ça passe. Certaines personnes, ça peut aller très loin.
Donc faites attention quand vous mangez dans les shops de rue, effectivement, etc. Si les choses ont un goût bizarre et une odeur bizarre et que votre corps il vous dit ne mangez pas. Écoutez votre corps, c'est le plus simple. Mais pour moi, dans les endroits locaux, la cuisine de rue, c'est vraiment ce qu'il y a de top. Surtout sur les marchés, quand ils vous font les marchés, on va dire les marchés de nourriture, parce que chez nous, c'est pas vraiment comme ça. Vous pouvez y aller. Et du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles en cas d'intoxication alimentaire? Alors là, ça va vraiment dépendre de votre réaction. Parce que c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes. Je suis quand même assez costaud. Donc ça va être 2-3 jours à se vider de tous les côtés. Et ensuite, de la récupération. Quand on a passé cette phase donc, de vomir, le plus important, c'est de s'hydrater. À savoir que l'eau en Thaïlande, il y a beaucoup d'eau vendue en Thaïlande qui sont faibles en minéraux, voire pas assez de minéraux ou trop minéralisés, qui seront pas forcément très adaptés à la meilleure hydratation. Donc on vous conseille de rajouter des électrolytes, de prendre de la vitamine, de prendre ce genre de choses et partir sur des nourritures simples comme le porridge de riz. Donc la soupe de riz, c'est vraiment génial quand vous êtes malade. Votre cœur vous en remerciera. Vous en trouverez facilement partout. Si vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à demander à détail. C'est possible des fois même que vous trouvez une petite dame qui vous en fasse un pour vous parce que voilà, vous n'avez pas le choix, il faut vous manger quelque chose et ça c'est très bon. À savoir le gingembre. Le gingembre est un anti-vomitif naturel, très puissant, très efficace qu'on met dans le porridge de riz. Donc c'est vrai que pour repartir du bon pied, c'est vraiment ce qu'on recommande. La soupe de riz, l'électrolyte et s'hydrater. Voilà. À partir du moment où le premier jour, ça peut être très violent. Le deuxième jour, ça doit déjà, on va dire, quasiment se terminer. Si c'est pas le cas, allez tout de suite à l'hôpital. N'attendez pas. Maintenant, c'est à vous de voir avec vos assurances. Hôpital, clinique privée, encore une fois. Les hôpitaux publics, ils sont comme chez nous. Vous allez galérer longtemps, mais on s'occupera de vous, on vous laissera pas crever. Les cliniques, ça va vous coûter très cher, mais si vous êtes bien assuré, on va s'occuper de vous tout de suite, on va vous mettre dans des draps de soie avec un petit café expresso, tout va bien. Donc c'est à vous de voir, mais n'ayez pas peur, les médecins, les infirmières, les pharmacies en Thaïlande sont assez éduqués pour vous sauver la vie. N'ayez pas peur d'aller voir ces services en cas de besoin. Et du coup, est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet? Si vous voulez une intoxication alimentaire et essayer tous les remèdes qu'on vient de vous dire, allez-y. Faites-vous plaisir, buvez de l'eau du robinet. L'eau du robinet, à savoir en Thaïlande, la plupart du temps, c'est de l'eau de pluie filtrée ou de l'eau, on va dire, qui vient du sol, donc de l'eau de puits. Sauf que dans beaucoup d'endroits, ces eaux-là ne sont pas, on va dire, filtrées naturellement correctement. Donc il y a énormément de bactéries, de virus, et même dans certains endroits où l'eau stagne, vous pouvez même avoir de l'anthrax, pour vous dire. C'est très rare, mais ça peut. Donc l'eau du robinet, c'est non. Vous vous lavez les dents avec de l'eau potable. Tout ce que vous faites avec... si vous avez vraiment besoin de rincer vos muqueuses, qui sont peut-être un peu abîmées, etc., prenez de l'eau potable pour éviter une éventuelle infection parce que ça peut aller très vite. L'eau du robinet, elle va pas vous brûler, elle va pas vous tuer. Prendre sa douche avec, ça va très bien. Faire la vaisselle, ce genre de choses. Voilà. Est-ce que je peux la bouillir pour la boire? Si vous avez aucune autre option, bah oui, une fois qu'elle est bouillie, vous avez tué toutes les bactéries, etc. Mais il faudra quand même essayer de la filtrer pour éviter toutes les particules, etc. Si vous avez d'autres options que de boire de l'eau du robinet bouillie, je vous le conseille. Parce que des fois, malheureusement, même si vous avez bouilli l'eau, il y a certains parasites, certaines choses qui peuvent rester dans l'eau qui ne sont pas forcément terribles. Évitez vraiment de la consommer, vraiment. Même si vous êtes en train de mourir de déshydratation, buvez votre pipi, mais pas l'eau du robinet en Thaïlande. Au niveau de l'eau en Thaïlande, vous avez vous avez de l'eau partout, vous avez des grands distributeurs d'eau, vous avez de l'eau qui est recyclée, osmosée, vous avez tout type de recyclage d'eau donc pour qu'elle devienne potable, l'eau reminéralisée, déminéralisée, l'eau de source naturelle également. Donc faites bien attention, quand vous n'êtes pas longtemps en Thaïlande, vous pouvez varier les eaux, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous vous sentez déshydraté, on vous conseille de partir sur des eaux comme la Pura, la Ora, qui sont des eaux certifiées AquaCert, ce qui veut dire que vous serez, quoi qu'il arrive, hydraté avec ces eaux-là. Si jamais vous avez l'impression de vous déshydrater malgré le fait que vous buvez donc de l'eau Nestlé,
de l'eau Namdin, peu importe l'eau que vous pouvez trouver, l'eau potable, n'hésitez pas à aller dans des 7-Eleven ou dans des drugstores pour vous prendre de la Pura qui, elle, c'est sûr à 100%. Voilà, le maximum c'est 50 centimes la bouteille, ça va pas vous ruiner, donc n'ayez pas peur. Voilà, maintenant l'eau dans les grandes bonbonnes blanches, c'est souvent de l'eau osmosée, c'est de l'eau que vous pouvez boire, mais en grande quantité, elle peut vous donner la diarrhée et ne pas vous hydrater tant que ça. Donc faites bien attention à ça, hydratez-vous bien, vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin dans les shops comme le 7-Eleven, Big C, les shops de proximité, l'électrolyte, tout ce qu'on a cité avant, même des médicaments comme de l'aspirine, du charbon actif, des choses de premier secours. Maintenant, quand vous avez des petites choses, des petits bobos, n'hésitez pas à aller dans pharmacie. Encore une fois, comme on vous dit en Thaïlande, vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour prendre des médicaments dont vous avez besoin. N'hésitez pas à aller demander au pharmacien. Voilà. Ce sera tout pour cet épisode de Foire aux questions. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On refera d'autres foires aux questions un peu plus ciblées. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt!